Nous en venons maintenant après l'article 54, avec un premier amendement que je veux bien défendre. Et je vais utiliser la jurisprudence Walter. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai 3 amendements sur le sujet, je préfère les évoquer globalement. Non, mais j'entends votre façon de faire, Madame Walter. Vous m'avez contaminé, si je puis dire. Nous avons aujourd'hui des industriels qui consomment beaucoup d'énergie, soit parce qu'ils sont très intensifs dans l'utilisation de l'électricité, je pense à ceux qui utilisent l'électrolyse, soit parce qu'ils sont gros consommateurs d'énergie, qui sont en difficulté importante dans la compétitivité mondiale. Pardon de faire référence à la compétitivité mondiale, mais nous avons plusieurs effets, pas seulement avec l'arrivée du gaz de schiste aux États-Unis et au Canada. Je regardais Yves Blin à l'instant pour la chimie, qui sait quelles conséquences ça fait subir, mais aussi parce que, y compris en Europe, juste à côté de chez nous, les pays voisins, comme l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne, apportent une aide significative à leurs électro-intensifs. Et loin de nous l'idée de penser que, parce que nous aurions l'énergie nucléaire, nous serons les champions des tarifs faibles. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est vrai pour les ménages, ça n'est pas vrai pour les industriels. Et donc, la Commission économique, depuis un moment, cherche autour de ces questions, y compris le rapport qu'est en train de préparer Madame Walter sur les tarifs. Nous avons cherché à comprendre ce qui se passait. D'abord, il y a un premier phénomène qui est qu'un certain nombre d'électro-intensifs bénéficient de tarifs très bas parce qu'ils ont des contrats anciens qui datent d'avant l'ouverture à la concurrence, lesquels contrats vont se terminer pour la plupart d'entre eux dans les mois qui viennent. Donc il y a une espèce d'urgence à régler le problème, parce que là où on est à 25, l'AREN est à 43, c'est-à-dire que déjà ça double, et donc on voit bien que s'il faut doubler la facture, on aura vraiment un problème de délocalisation. Ces industriels sont confrontés à une concurrence internationale qui n'est pas le seul fait que ça les handicape à l'export, mais ils subissent, venant de l'extérieur, l'importation de productions qui, elles, sont produites avec une énergie beaucoup moins chère. Et donc il y a plusieurs leviers de la part, y compris de nos pays voisins, qui sont plus ou moins opaques. Mais bon, finalement, maintenant, la transparence est au rendez-vous. Et nous sommes allés récemment, dans le cadre de ce travail au Bundestag, et nous avons rencontré, y compris des industriels allemands, pour comprendre un peu comment les choses se passaient. Je dis ça parce que j'ai coprésidé au Bundestag la commission économique sur le thème de l'énergie avec les députés allemands, donc Yves Blin était présent. Et en toute transparence désormais, même s'il ne crie pas sur les toits, et après des remarques de la Commission européenne, qui finalement ne les a pas obligés à aller beaucoup plus loin que ce qu'ils faisaient déjà, il y a un rendez-vous d'abord avec le fait qu'ils ne font pas contribuer aux énergies renouvelables, ces industriels. Il y a un deuxième sujet, c'est qu'ils ne font quasiment pas payer le transport de l'électricité, le fameux TURP. Et il y a un troisième sujet qui est qu'en effet, ils apportent une contribution à ces industriels qui sont potentiellement interruptibles. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité de couper leur demande de consommation, y compris à la microseconde, quand on leur demande de faire l'équilibre du réseau. Et donc cette potentialité d'interruptibilité est rémunérée au moment où l'interruption a lieu. C'est très rare, c'est 1 fois ou 2 par an, mais elle est surtout rémunérée forfaitairement à l'année pour potentiellement être disponible. Et donc je veux, chers collègues, que vous ayez en tête des chiffres. C'est que cet effacement ou interruptibilité, chez nous, on la rémunère à 10 000 € le mégawatt par an. En Italie, à 105 000 € le mégawatt. En Allemagne, à 30 000 € le mégawatt, mais il faut rajouter l'exonération du TURP. Et en Espagne, là je vous fais grâce, mais à 294 875 € le mégawatt. Et oui. C'est-à-dire qu'on est dans un univers, alors je sais bien que certains ne s'intéressent pas forcément à ce qui se passe en dehors de nos frontières, mais on est là sur un marché mondial, ça ne peut pas arriver. On est là sur un marché mondial, on est là sur une pression très forte, y compris à l'importation, qui nous oblige, me semble-t-il, à prendre des dispositions partout où c'est possible, pour qu'effectivement on puisse permettre à notre industrie de rester. Alors parce qu'on peut se réjouir que
la consommation de l'énergie diminue parce que certaines industries sont en train de fermer. Je pense que c'est peut-être bon pour la consommation globale d'énergie, mais enfin cette décroissance-là, c'est de la décroissance d'emploi, vous en avez bien conscience. Et que, alors certains autres pourront dire, oui, mais s'il y a des aides qui sont faites aux électro-intensifs, ça peut peser sur les ménages. C'est pas impossible que ce soit le cas, sauf que s'il n'y a plus du tout d'industriels, parce qu'ils se sont tous délocalisés, ça pèsera encore plus sur les ménages, chacun l'a bien compris. Donc il y a un peu le feu à la maison, je dirais, sur ces questions-là. Donc le texte de la transition énergétique s'est attaché à un point qui est celui de réduire la facture du transport. Donc avec, effectivement, on va être autour de 60% de réduction, alors qu'en Allemagne, ils sont quand même à 90% de réduction. Donc ça, c'est un aspect qui est réglé dans le loi de transition énergétique. Dans les amendements que je propose, il en est un autre qui vient un peu plus tard, qui permettra de déverrouiller les apports pour contribution potentielle à l'interruptibilité. Bon, et ça, c'est après par décret le gouvernement qui fera son affaire en lien avec les opérateurs de comment faire, mais je pense qu'il faut un peu déverrouiller le système si on veut avoir de la marge. Et puis il y a un troisième sujet, c'est par ce sujet-là qu'on rentre avec cet amendement 1678, qui est que de mon point de vue, il n'y a pas que les hyper-électrosensibles qui sont concernés par cette question, et qu'il y a une masse d'opérateurs qui consomment beaucoup d'énergie, qui ont besoin, me semble-t-il, que le périmètre de ceux qui sont concernés par la préoccupation de l'État en matière de coût de l'énergie doit être un peu élargi. Autrement dit, pourquoi pas arriver à ce qu'on appelle un Excelsium 2 qui élargit un peu le périmètre des ayants droit. C'est l'objet de cet amendement 1678 dont je suis prêt, Monsieur le Ministre, à regarder encore si on peut bouger les curseurs avec vous, mais je crains que si on ne traite pas de la question de ceux qui ne sont pas hyper électro-intensifs dans la loi qui nous occupe aujourd'hui, on n'aura pas d'autres rendez-vous législatifs pour en traiter, alors que les contrats auxquels je faisais allusion, pour la plupart, vont tomber l'année prochaine. On avait inventé toutes sortes de dispositions par le passé. Ceux qui se souviennent du tartam et d'autres dispositions comme ça savent qu'on court après du sparadrap, mais qu'au fur et à mesure qu'on court, les autres courent beaucoup plus vite que nous. Et donc, en tout état de cause, on se doit d'être à l'écoute. Je le dis aussi à Madame Laclais, elle a un amendement qui porte notamment sur ces questions, et c'est bien volontiers que je retirerai le mien qui porte sur les mêmes questions, lui demandant en par avance de faire en sorte qu'elle raccroche son amendement au Code de la consommation, et que par ailleurs, la disposition qui est déjà dans la loi de transition énergétique ne soit pas réécrite dans son amendement, et je crois qu'au champ de la tête, elle me donne son accord. Voilà, pardon d'avoir fait un exposé un peu long, comme Clotilde Walter le ferait beaucoup mieux que moi au demeurant, mais ça permet quand même d'avoir une vision d'ensemble de ce sur quoi je souhaitais attirer votre attention. Voilà, pour ce 1678, alors j'interroge d'abord Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Président, comme vous avez plaidé, vous m'invitez presque à présider l'organisation entre ces amendements. C'est ça, la Saturnale à laquelle vous nous invitez. Je comprends en fait que vous m'invitez à plutôt me prononcer sur le 1489 de Madame Laclais, qui correspond à l'esprit des trois amendements que vous avez déposés, que vous avez plaidés. Je crois que les électro-intensifs sont une préoccupation. Vous avez parfaitement rappelé la situation et j'y reviendrai pas. Maintenant, tout ça doit s'inscrire dans le cadre communautaire, et c'est toute la difficulté, et en cohérence avec la loi pour la transition énergétique. Donc c'est l'objet, je crois, de votre sous-amendement à l'amendement de Madame Laclais. Et moi, je suis prêt sur ce sujet à appliquer votre jurisprudence, c'est-à-dire à émettre un avis favorable sur cet amendement sous-amendé, comme un point qu'on améliorera en séance, parce que ce sujet est quand même très finement encadré. Il y a une concurrence, il y a une double concurrence. Une concurrence internationale qui est liée aujourd'hui, en particulier au prix du gaz de schiste et des énergies liées qui, pour beaucoup d'électro-intensifs ou d'ailleurs d'industries qui sont très consommatrices d'énergie, conduit à avoir une concurrence parfois déloyale. Et il y a une concurrence, en tout cas une asymétrie, entre la France et l'Allemagne sur ces sujets, qui a conduit d'ailleurs à des mouvements côté allemand suite à leurs interactions avec la Commission, à la négociation de nouvelles lignes directrices, et donc à une renégociation en cours. Toutefois, il faut faire très attention à plusieurs points. Le caractère transitoire du mécanisme, ça ne doit durer que jusqu'au renouvellement des concessions hydroélectriques. Le caractère obligatoire de la cession d'hydroélectricité par les concessionnaires, les conditions de cession de l'hydroélectricité, les concessions hydrauliques visées, c'est-à-dire uniquement celles au fil de l'eau,
et préciser que la cession forcée doit se faire dans un cadre contractuel entre le concessionnaire et les électro-intensifs. Enfin, toute une série de critères que nous sommes en train de discuter avec la Commission européenne, et en m'engageant à poursuivre ces discussions et à les accélérer, je souhaiterais d'ici la séance avoir le plein confort de la Commission sur le dispositif qu'on met en place avant de le confirmer, mais donc j'aurai un avis favorable sur l'amendement de Madame Laclais après avoir vu le sous-amendement que vous déposez. Je n'avais pas répondu sur 1678, pardon, Monsieur le Ministre. J'ai compris que vous le retiriez au bénéfice de Madame Laclais. Ah non, pas celui-là. Ah non, 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 non. Ah non, non. Non, non, la vie n'est pas aussi belle que ça, Monsieur le Ministre. Je retire au bénéfice de Madame Laclais l'amendement 1957, ce qui est pas... Non, alors, pardon. C'est sur l'élargissement du cercle de ceux à qui on accorde intérêt. Oui, non, ça ne m'a pas échappé, c'est Brottes. Je disais juste que là, je pensais que le retrait était spontané sur l'ensemble. Je comprends que le retrait est partiellement spontané, et donc je vous inviterai volontiers au retrait sur le 1678, parce que l'élargissement, je pense que c'est une bonne chose. Il y a en particulier des secteurs stratégiques comme les cimenteries qui doivent être inclus dans ce dispositif. Ça me gênerait qu'à ce stade des échanges avec Bruxelles, on puisse laisser dans le texte de tels éléments. Donc je m'engage, si c'est ça que vous voulez obtenir de moi, à ce que... je veux obtenir que de la sincérité, Monsieur le Ministre. Vous l'avez depuis le début, et donc je m'engage à ce que, à la lumière des interactions que nous allons avoir dans la semaine qui vient avec la Commission européenne, nous puissions intégrer vos préoccupations du 1678 en vous demandant de le retirer à ce stade, et vous avez de toute façon l'accroche suffisante avec l'amendement de Madame Laclais qu'on aurait accepté. Justement, non. Mais bon, c'est pas... Non, parce qu'on parle des hyper électro-intensifs, et donc on exclut les autres. Madame la rapporteure. Écoutez, je suis dans un état de perplexité avancée, Monsieur le Président, parce que je ne sais pas si c'est de la ratatouille, de la piperade ou encore autre chose, mais je crains que les collègues qui ne sont pas au fait de ces questions soient un peu perdus. Non ? Pas tant que ça. Bah, tant mieux. Non, non, mais parce que, je veux dire, je crois que c'est... Non, mais... Bon. Bah, tant mieux. Je dois vous dire, je ne sais pas, il doit se passer des choses bizarres, mais j'avais compris, comme le ministre, que François Brottes retirait son 1678, qu'on se repliait sur le 1489 de Bernadette Laclais, intégrant le sous-amendement que le ministre avait proposé. Voilà ce que j'avais compris. Or, je comprends à l'instant que c'est différent. Madame la rapporteure, pour vous être agréable. Pas seulement à moi. Le 1678 porte sur l'élargissement à tous les gros consommateurs industriels d'énergie et pas seulement aux hyper électro-intensifs qui sont visés dans l'amendement de Madame Laclais. Et donc, il est complémentaire. C'est pour ça qu'il ne peut pas être retiré au bénéfice d'eux. C'est ce que je viens de dire. J'ai compris qu'on partait de Madame Laclais et qu'on amendait le sien. C'est un autre sujet. Non, c'est un autre sujet. J'ai 500 et quelques. Hein. Bon, j'ai compris aussi que Monsieur le Ministre me demandait d'avoir beaucoup de pudeur à cet égard pour ne pas braquer la Commission européenne avec laquelle on discute. Je note, Monsieur le Ministre, que la discussion avec la Commission européenne ne se passe pas exactement dans les mêmes termes chez nos voisins qu'avec nous sur ces questions-là. Juste au passage, je le dis qu'il y a une vraie forme d'injustice de la part les industriels vivent ça comme un regard. Parce que ce qu'ont obtenu les Allemands après avoir triché, je le dis, parce qu'ils ont triché pendant des années, notamment sur le TURP, en ne faisant pas payer aux industriels. Bon, eh bien, ils faisaient 100% de cadeaux, maintenant, ils ont le droit de faire 90% de cadeaux. Tu parles d'une négociation, elle a plutôt été bien menée, du coup. Bon, donc, je me dis que finalement, nous, on veut toujours être extrêmement vertueux à l'égard de tout, et qu'à la sortie, on est un peu les dindons de la farce. Donc, c'est un peu pour ça que je le dis avec un peu de véhémence. Je retire le 1678, mais pour ne pas perturber les discussions, mais croyez bien que d'ici la séance, j'y reviendrai. Il est retiré. J'espère que je suis clair, Madame la rapporteure. Alors, sur ce point, j'ai une demande de Madame Berger, Monsieur Bopin aussi.
Oui, je fais quelque chose qui m'est interdit par mon président de séance, mais il se trouve que je vais commenter un amendement qui vient d'être retiré, votre amendement, Monsieur le Président, sauf erreur de ma part, mais je crains que nous ayons suffisamment discuté à l'époque. Cet amendement avait été rejeté en commission des finances et rejeté en hémicycle lors de la dernière loi de finances. L'amendement dit Exceltium. Je crains que le débat ait déjà eu lieu. Madame Berger, oui. Connaissant bien ces questions depuis très longtemps, je peux dire que ce n'est pas du tout le même amendement. Cet amendement-là n'a jamais été déposé. Toujours est-il que sur le débat de la modification de la fiscalité de la structure Exceltium, nous avons déjà eu une forme de débat et je trouverais dommage que nous n'ayons pas le débat en loi de finances tel que ça doit être prévu. Alors, je réponds tout de suite parce que ça n'a rien à voir avec la fiscalité, tout ça. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la fiscalité. Ce ne sont pas des impôts qui sont concernés. Si vous connaissiez le sujet, vous saurez que le TURP est une taxe qui porte sur la prise en compte du transport, qui n'est pas votée en loi de finances du tout. On n'est pas sur de la fiscalité, comme la CSPE n'est pas de la fiscalité. Donc ne nous trompons pas sur les mots. Et les amendements en fiscalité Exceltium que portait notamment Yves Blein sont d'une autre nature. Et ce n'est pas du tout ce que j'évoque là. Ce que j'évoque là, c'est des dispositions à l'intérieur du secteur de l'énergie où qui prend les énergies renouvelables, qui prend le transport, qui prend la distribution, ça se répartit entre consommateurs et industriels, consommateurs domestiques, et ça n'a rien à voir avec la fiscalité, je préfère le dire tout de suite. Monsieur Baupin. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un débat en effet que nous avons depuis pas mal de temps et je voudrais dire au risque de surprendre certains que nous sommes favorables au fait qu'on aide les électro-intensifs. J'avais d'ailleurs co-présidé un rapport avec un représentant du MEDEF dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, sur la question de la compétitivité, dans lequel nous faisions des propositions pour qu'on aide les électro-intensifs. Je le dis pourquoi on est favorable, c'est que de toute façon, si ces entreprises partent à l'étranger, elles consommeront toujours autant d'énergie, et donc dans le bilan global, ça aura le même impact, et avec les emplois en moins chez nous, et donc des conséquences qui seront négatives. Pour autant, je voudrais le préciser, si l'un des amendements qui est proposé était adopté ici, je ferai pour la séance un amendement complémentaire. Je ne l'ai pas fait ici puisque je ne savais pas que ce sujet viendrait, mais pour dire qu'en même temps, ça ne doit pas exonérer les entreprises concernées de faire des efforts en matière d'efficacité énergétique. Parce que de fait, leur facture énergétique, c'est la multiplication du tarif qu'on leur applique, quel que soit le TURP, le SSPE, etc., et de la consommation. Et donc je pense que le fait qu'on leur accorde une aide spécifique doit être compensé quelque part par le fait que, par exemple, on pourrait leur demander un rapport annuel sur les efforts qu'ils ont fait en matière d'efficacité énergétique pour les inciter à aller aussi dans le sens de la réduction de la consommation, qui est un objectif national que nous poursuivons tous. Ils le font d'obligation, naturellement, d'ailleurs, pour alléger leur facture déjà. Monsieur Blein. Oui, simplement pour dire à M. Baupin que je trouve que sa proposition est une excellente idée, à ceci près, c'est qu'il faut distinguer dans les électro-intensifs ceux qui consomment de l'électricité pour faire fonctionner leurs entreprises et ceux pour lesquels l'électricité est une matière première. Or, dans ce cas-là, quand c'est une matière première, vous ne pouvez pas exiger des économies parce que vous diminuez le volume de production simplement des produits qui sont fabriqués. Mais par contre, c'est tout à fait entendable effectivement pour les entreprises qui utilisent l'électricité comme énergie dans leur process de fabrication, mais pas comme matière première. Je voulais simplement, Monsieur le Président, revenir sur le sujet pour renforcer ce que vous disiez. D'abord sur la nécessité de traiter le sujet maintenant, parce qu'effectivement les contrats à terme arrivent à échéance et qu'on est sur des écarts de prix au regard de ce qu'ils contiennent qui sont très importants. Donc on risquerait, si on ne règle pas la situation maintenant, de mettre nos entreprises, je pense notamment à tout le secteur de la chimie, en grande difficulté. Elles ont déjà des écarts concurrentiels avec des complexes chimiques, pétrochimiques aux États-Unis, en Inde, qui sont importants sur le poste de l'énergie. Il faut rappeler que pour certaines d'entre elles, l'énergie représente 30% des coûts de fabrication. Donc quand on est sur des écarts de 1 à 4 du coût de l'énergie, ça pèse considérablement sur la fabrication. Donc il faut qu'on règle le sujet maintenant. Je pense effectivement que c'est une bonne chose de soutenir l'amendement de Madame Laclais.
J'entends aussi avec intérêt ce que vous dites, Monsieur le Ministre, sur la question de l'interruptibilité. C'est un autre sujet, mais il est tout aussi important et il devrait pouvoir permettre de contribuer aussi à la réduction des écarts avec les concurrents étrangers de ces entreprises. Monsieur Lefebvre. Oui, pour la précision et la clarté de nos débats, en discussion de loi de finances, il y a eu 2 amendements différents, un qui avait été porté par Michel Vernier, qui touchait aussi à l'électricité, mais sur des petites unités. Et ce qui a été traité effectivement dans un amendement dit Exexium, qui a été voté, et sur lequel d'ailleurs le Conseil constitutionnel n'a rien retrouvé à redire, c'est que le montage qui avait été initié par les pouvoirs publics pour ces électro-intensifs, on ne se prononçait pas, il n'y a pas eu de débat sur 7 000, 8 000, 15 000, il y a un mécanisme Exexium qui avait fonctionné sur une économie d'endettement total du groupement des actionnaires de cette société qui en sont les seuls clients. Et quand on avait, à juste titre, plafonné la déductibilité des intérêts d'emprunt pour l'ensemble des entreprises, s'était retrouvé pris dans la trappe, ce qui avait mis en cause le modèle économique. Et c'est ce point-là qui a été rectifié sur le même raisonnement après de fond que vous développez, Monsieur le Président, de compétitivité du secteur. Mais ça n'apportait pas sur le seuil, mais de facto, ayant rétabli cette intégralité de déductibilité des intérêts financiers, un élargissement de l'assiette et des actionnaires amènerait évidemment un impact fiscal. Merci. J'en profite pour dire qu'effectivement, il y a une question fiscale sur Exeltium qui ne relève pas de ce que je traite ici. Je veux rappeler que nous nous sommes battus, droite-gauche confondus, pendant des années pour faire aboutir Exeltium. C'était d'ailleurs Michel Bouvard qui était à la manœuvre à l'époque, pour permettre 2 choses. Que des industriels se regroupent, donc achat collectif d'énergie, et qu'ils aient un contrat long terme sur l'énergie, ce que la Commission refusait. Elle refusait les achats groupés et elle refusait l'achat long terme au prétexte que ça empêchait le marché de se mouvoir. Bon. Et donc pendant 3 ans, on a mené un combat à la France pour faire admettre ça à l'Europe et finalement on est arrivé. Moyennant quoi, un certain nombre d'industriels sont rentrés dans Exeltium, mais pas tous. Pas tous ceux qui pourraient être ayant droit. Donc c'est effectivement une entité qui regroupe les volontaires, qui ont investi dans le secteur de l'énergie et qui, moyennant le fait qu'ils ont investi, bénéficient sur la durée d'un certain prix de l'énergie qui d'ailleurs, aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe sur le marché de l'électricité, n'est pas un prix très attractif. D'où les questions fiscales qui peuvent se poser. Et merci, Monsieur Lefebvre, de l'avoir précisé. Mais ça n'est pas le même sujet. Monsieur Poisson. Quelques mots, Monsieur le Président, pour dire le regret de notre groupe d'avoir assisté au retrait de votre amendement que nous aurions volontiers soutenu. Donc, si j'ai bien compris, la séance ne sera pas trop tard. Si vous me connaissez un peu, vous savez que peut-être qu'il reviendra. Alors. Et je sais que j'ai le soutien de Madame la rapporteure et je crus comprendre que le ministre n'était pas totalement indifférent à cette préoccupation. Monsieur Carré. Alors, nous avons un amendement de 1956 que j'ai déjà présenté tout à l'heure. Hein, c'est donner les moyens au gouvernement de renforcer le soutien des entreprises qui sont potentiellement en capacité d'assumer l'interruptibilité. Vous aviez, me semble-t-il, Monsieur le ministre, donné déjà un avis favorable au 1956. Ah non, je ne retire pas. Alors, surtout pas. 1900, attends. Ah oui. Pardon, Monsieur le Président. Non, ne pliez pas vos affaires aussi vite, Monsieur le ministre. Pardon, Monsieur le Président, c'était trop simple avec vous. Oui, je confirme, pardon, sur la prime d'interruptibilité que couvre le 1956, l'avis favorable du gouvernement. Madame la rapporteure. Même avis, Monsieur le Président. Je ne saurais comment vous remercier, mais je le ferai un jour, Madame la rapporteure. Je mets au voie le 1956. Franchement, c'est insupportable. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci pour cette unanimité. Nous avons un 1489, Madame Laclé, on l'a déjà évoqué, sachant que je confirme que je retire le 1957. Bien, écoutez, Monsieur le Président, compte tenu du débat qui a déjà eu lieu, je crois qu'on peut effectivement aller vite. Néanmoins, moi, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, parce que vous avez présenté les choses tout à l'heure telles qu'elles devaient être présentées. Nous avons la chance d'avoir un président qui connaît extrêmement bien ces sujets, qui les a fait avancer et qui, en plus, a pu rappeler l'histoire aussi, au sein même de cette maison, des différentes décisions qui ont été prises à ce sujet. Je voudrais juste insister sur un point, pourquoi nous avons choisi
ce véhicule législatif plutôt qu'un autre, c'est qu'effectivement, il y a une urgence et je crois qu'on se rattache bien à la problématique de la loi que nous examinons, puisqu'il s'agit bien de donner de la compétitivité à nos entreprises et donc de créer de la croissance, chacun l'a bien compris. Moi, je suis tout à fait prête à sous-amender cet amendement dans la mesure où, effectivement, il y a une redondance avec le projet de loi sur la transition énergétique, qui est lui-même en première lecture, donc il ne m'était pas apparu qu'il y avait forcément un problème à rappeler les choses, mais je suis tout à fait prête à le faire. Et aussi, il me semble que nous répondons aux interrogations qui ont été exprimées, Monsieur le Ministre, puisque, en fait, il s'agit d'un cadre général qui renvoie aussi à des discussions réglementaires. Alors moi, je serais heureuse qu'il y ait une unanimité autour de cet amendement, parce que je crois que ça donnerait de la force à vos discussions européennes et un encouragement et aussi un signe extrêmement positif aux industriels concernés. Alors, merci Madame Laclais. J'ai bien noté, et je dis ça pour Madame la rapporteure et pour Monsieur le Ministre, que vous acceptez de rectifier votre amendement. Le premier alinéa de votre amendement étant remplacé par l'alinéa suivant, après le chapitre 3 du titre 2 du livre 5 du Code de l'énergie, il est inséré un chapitre 4 ainsi rédigé, donc c'est pour se raccrocher au Code de l'énergie. Chapitre 4, second alinéa, les termes article L344-4 sont remplacés par les termes article L524-1. Ça, c'est la deuxième rectification. Et la troisième, c'est que le troisième alinéa est supprimé pour les raisons évoquées, puisqu'il est traité par le projet de loi de transition énergétique. C'est bien ça votre rectification, Madame Laclais? Oui, Monsieur le Président. Très bien. Monsieur le Ministre. Avis favorable sur l'amendement et sous-amendement. Enfin, c'est l'amendement rectifié, en fait. Voilà. Madame la rapporteure. Même avis, Monsieur le Président. Je mets aux voix ce 1489 de Madame Laclais ainsi rectifié. Voilà. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Unanimité, je vous remercie. Le 1957 est donc effectivement retiré. Nous arrivons avant l'article 55. Ah. Bon, je vous propose 5 minutes de pause. Allez.